Nous sommes dimanche 16 février 2025. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez à travers le monde et bienvenue dans New World Forum, le rendez-vous hebdomadaire et incontournable de débat sur l'actualité socio-politique d'ici et d'ailleurs et toujours liée à l'Afrique. Et vous connaissez sans doute le principe de l'émission. Deux invités débattent sur le thème du jour. Et vous, chers téléspectateurs et internautes, vous aurez la possibilité en deuxième partie de l'émission de nous envoyer vos messages, questions ou compléments de réponse via un seul numéro, le plus 228 96 08 43 43, accessible uniquement sur WhatsApp. Niger, des décisions cruciales attendues des assises nationales. Les échanges autour de ce thème se feront aujourd'hui avec deux invités bien connus de ce plateau. Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur et journaliste. Excellence, bonjour. Bonjour Charlotte, j'espère que tout va bien. Très bien, et vous? Et la Saint-Valentin? Ah oui, c'est juste hier. Ah oui. Heureuse de vous retrouver en tout cas sur ce plateau. Vous serez en compagnie de Luc Abaki, journaliste, écrivain, analyste politique, et vous êtes également le président exécutif de l'Institut africain des études stratégiques et de géopolitique appliquée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup, c'est un plaisir, c'est d'ailleurs un privilège. La Saint-Valentin a résonné je suis étonné que l'ambassadeur parle de la Saint-Valentin. C'est ça, c'est des inventions de l'Occident pour nous distraire et tout ça. L'amour, on le vit tous les jours. Justement, c'est enfin dans la fièvre de la Saint-Valentin que nous sommes aussi tous heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de New World TV, mais surtout les fidèles du forum tous les dimanches. Merci de votre fidélité. Le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a lancé ce samedi 15 février à Niamey 5 jours d'assises nationales censées notamment fixer la durée de la transition en cours depuis juillet 2023. En clair, c'est une initiative qui intervient donc à un peu plus d'un an et demi après le coup d'État dans le pays. À votre avis, messieurs, pourquoi est-ce que l'organisation des travaux de ces assises interviennent que maintenant? L'attente n'a-t-elle pas été un peu trop longue, Luc Abaki? Qui attendait? Les Nigériens. Non, mais écoutez, vous avez bien vu le contexte dans lequel le général Tchiani et ses collaborateurs sont venus au pouvoir. Ils étaient face à un pays qui était quasiment en phase de disparition. Il y a une déstructuration de la société. Et puis le pays est envahi par ce fléau du terrorisme qui décimait carrément des vies en longueur de journée. Donc ça veut dire que dans un tel contexte, la priorité, à partir de l'instant où le sort même de l'État est engagé, la priorité précisément, c'est de reconstruire le pays. C'est de faire en sorte à restaurer la sécurité et recréer la confiance au sein de cette société-là, parce que les citoyens étaient complètement désemparés et il n'y avait même pas d'espoir, il n'y a pas de perspective, puisque l'État est déstructuré, la société elle-même était en débandade complète. Et donc, le général Tchiani et son équipe ont fait preuve quand même de leadership clairvoyant. Et donc, au bout d'un an et demi, ils ont suffisamment apaisé le pays. Ils ont contré autant qu'ils pouvaient le phénomène du terrorisme. Ils ont commencé à recréer la richesse nationale. Et je pense que le contexte s'y prête désormais à la réflexion, à la collecte justement des opinions des citoyens nigériens pour définir ensemble les perspectives, en tout cas la vision à partir de laquelle le Niger va se construire en tant que pays souverain. Je pense que les Nigériens sont les mieux placés en effet pour mesurer avec précision et justesse leurs besoins. Et à partir du moment où ce travail d'organisation des assises du Niger a été fait avec Munici depuis la base jusqu'à cette échelle nationale. On ne peut évidemment que s'en féliciter en tant qu'observateur et véritablement engagé pour la cause du souverainisme prôné justement par aussi bien le Niger que les autres pays de l'AES. Il est donc temps, selon vous, que ces assises nationales se tiennent, monsieur l'ambassadeur. C'est le bon moment, donc le bon timing, ou est-ce que les autorités nigériennes pourraient s'y prendre plus tôt que cela? Je crois qu'il faut être, comme disait le père de la nation, à côté des toilettes pour sentir l'odeur. Mais c'est eux qui sont à côté des toilettes, c'est eux qui sentent l'odeur. Donc c'est eux qui ont le vrai timing. C'est eux qui ont le jugement le plus impartial, le plus juste pour savoir à quel moment il faut convoquer ces assises. Comme il l'a dit, on n'a pas fait un coup d'état de complaisance. Le pays était en train de mourir jusqu'à ce que le chef d'État d'alors était devenu le porte-parole des djihadistes.
Hein? Ils sont plus forts, ils sont mieux armés. Mais il était devenu le laudateur, hein? L'attaché de presse des djihadistes. Alors, quand un pays est arrivé aussi bas, au fond du gouffre, et que des gens viennent le prendre, il faut d'abord le sortir du gouffre à la surface avant d'appeler le peuple pour dire « Venez voir ce que nous avons ramassé, mais nous ne pouvons pas traiter ça à votre insu. Nous voulons ensemble, avec vos idées, savoir dans quelle direction aller. » Moi, je crois que ces assises nationales sont très très importantes, mais dire que bon, les gens attendaient, les gens machin. Si au Niger, quelqu'un attendait ces assises plutôt, c'est qu'il n'est même pas conscient des dangers auxquels le pays est confronté. Les dangers ne sont pas encore finis. Moi, je serais à la place de Tiani, peut-être que je n'aurais même pas encore organisé ça, puisque vous êtes entouré de gens qui veulent votre tête. Matin, midi, soir, ils vous le prouvent. On amène des terroristes, on les héberge, on les envoie. On amène des forces étrangères, on les campe, on les envoie. On amène. Donc quand tu es dans un contexte comme ça, c'est pas le moment des palabres. Mais comme c'est des militaires, ils se sont dit, bon, advienne que pourra, nous devons faire preuve de courage. Ils ont fait preuve de courage et ils ont dit, le peuple venez et qu'ensemble on cite. Maintenant, on décide. Maintenant, c'est mieux de cette façon, au lieu des démocraties vagues, des bavardages creux, des soi-disant démocraties qui permettent à des gens assis quelque part de désigner qui est votre chef. Aujourd'hui, les Nigériens décideront eux-mêmes. Quand est-ce qu'ils iront aux élections? Ils décideront eux-mêmes qui est candidat, qui doit faire quoi pour aujourd'hui et pour demain. Voilà un peuple seul en marche vers la liberté, et je crois qu'aucun Nigérien ne tournera le dos à la liberté pour aller tomber encore dans la servitude juste parce qu'on lui donne de temps à autre un peu de dessert, comme disait l'autre. Voilà. Mais effectivement, ces assises devront statuer sur la durée de la transition, éventuellement un calendrier électoral à venir. Quel moment est-ce que les Nigériens seront appelés à aller désigner leurs futurs dirigeants? On va en parler tout au long de cette émission. Mais avant, messieurs, je suis très heureuse de vous annoncer que New World TV est sur place en ce moment même à Niamey pour la couverture de cet événement très important pour le pays. Et cette équipe de reporters de New World TV est conduite par Gilles Boko Mawena, justement à la raison de son absence sur ce plateau. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Je crois que c'est une reconnaissance et c'est la consécration du travail ardu que nous avons toujours abattu sur cette scène depuis des années déjà. Et c'est la preuve aussi que le travail paye toujours. Il faut persévérer, il faut travailler avec conviction, avec ardeur, avec engagement, etc. Et on ne peut donc que remercier précisément les autorités nigériennes qui nous donnent la preuve qu'ils suivent de près le travail que nous faisons et qu'ils y puissent des intérêts pour leur peuple. Et donc, nous ne pouvons que continuer justement ce travail de réflexion, d'analyse, de relais, etc. et de sensibilisation, ainsi que d'éveil des consciences, parce qu'en réalité, l'avenir et le devenir de l'Afrique passeront forcément par là, par la réflexion, par le fait qu'on projette un regard plus sincère, plus objectif, plus engagé sur le besoin de construire nos nations. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle et on espère bien sûr que cette reconnaissance puisse s'étendre à tous les pays d'Afrique, parce qu'en réalité, tout ce que nous développons ici, les analyses que nous élaborons, ne concernent que le meilleur devenir de notre continent. On ne peut que s'en féliciter et donc être à l'aise de savoir que les gens apprécient avec un vif intérêt ce travail de fond que nous faisons ici. Merci. Vous l'aurez compris, pour les fans de Gilles Boko, le directeur de l'information de la chaîne New World Info. Si vous êtes à Niamey, c'est donc l'occasion pour vous de le rencontrer. New World, votre partenaire média pour porter plus loin la voix d'une Afrique qui gagne, comme il aime si bien le dire. Absolument. Et merci aux autorités nigériennes donc, pour l'invitation. Oui, mais même si Gilles n'était pas invité, n'oublie pas que la dernière fois, les téléspectateurs ont dit que de temps à autre, il faut une femme. Alors le jour où vous étiez venu ici, donc
On fait d'une pierre deux coups, qu'ils soient invités et que cela permette à notre femme de revenir à ce débat. Voilà. Genre. Merci beaucoup. Alors, nous revenons donc au débat du jour. Ces assises se veulent donc inclusifs. On a pu noter la participation d'hommes politiques, de leaders religieux, de la société civile, des hommes et des femmes, des jeunes également, mais aussi d'anciens dirigeants nigériens. Monsieur l'ambassadeur, que vous inspire justement la présence à l'ouverture de ces assises, la présence notamment de Mamadou Issoufou? Vous voyez, les militaires, c'est ça que nous admirons chez eux. Ils sont pragmatiques. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer le pays eux seuls pour eux seuls. Le fait d'avoir été ancien président ne fait pas de vous un ennemi du pays. Bon, peut-être en tant qu'ancien président, vous vous êtes trompé, ça et là, mais tout le monde a le temps, quand on lui en donne, de s'améliorer et de contribuer à la construction du pays. Vous voyez, qu'on le veuille ou non, quand quelqu'un perd le pouvoir, il a toujours ses partisans. Si vous l'excluez, vous excluez ses partisans. Donc, il faut faire venir tout le monde, parce que c'est tous les enfants du Niger qui doivent décider. Il ne faut pas que demain on dise il y a telle frange qui avait été exclue. Vous voyez? Donc ces pays sont des pays où on travaille avec l'intelligence. Nous ne sommes pas dans le cas de certains pays où les gens ne rêvent que vengeance. Attendez, quand on va prendre le pouvoir, vous allez voir. Vous êtes là-bas, vous faites ci, vous allez voir. Vous voyez, ces gens qui parlent comme ça, ils sont des gens qui travaillent contre les alternances dans leur pays. Mais quand des militaires prennent le pouvoir et disent tout le monde, ancien comme nouveau, venez, on va échanger, je crois que c'est un exemple que tous les pays doivent suivre. Mamadou Issoufou. Oui, peut-être aussi qu'il faut le rappeler, il n'était pas le seul, ils étaient 3 anciens présidents, c'est une très bonne chose. Vous ne pouvez pas décider de l'avenir du pays en les mettant de côté, c'est pas possible, ils ont dirigé le pays. Donc c'est une très bonne chose et en cela, on voit que Tiani voit loin. Il n'est pas là pour des intérêts particuliers. Moi je vais être président, il ne faut pas amener les anciens qui vont me porter ombrage. Il n'est pas dans cette logique. Donc la présence des anciens présidents, des anciens responsables, il y a aussi des ministres. Certainement, d'abord, c'est un chef traditionnel qui, dit-on, dirige la rencontre. Moi je crois que le fait de mettre tout le monde, qu'on mette bas la terre, qu'on voit les erreurs que nous avons commises hier, qu'on voit ce que nous devons faire pour éviter de commettre les mêmes erreurs demain, c'est la seule voie pour assurer au Niger un avenir meilleur, un avenir prospère. Ce n'est pas la politique des vendettas. Vous allez voir, quand nous on va arriver au pays, on va vous pendre tous, on va vous fusiller tous. C'est des militaires, ils ne disent pas ça. Mais des égarés qui se disent civils, voilà les propos qu'ils tiennent. Voilà. La présence est-ce pour aider dans les discussions ou influencer ces discussions? Non, c'est d'abord de dire qu'un président de la République est pour un État un vrai patrimoine. C'est-à-dire n'est pas président de la République qui veut, mais qui peut. Et une fois que vous êtes dans le fauteuil présidentiel, vous capitalisez une bonne dose d'expérience. Vous possédez pendant un moment l'âme du pays. Et donc vous connaissez les dessous, les dessus, les alentours, en tout cas tous les défis qui se présentent à un pays. En tant que tel, vous devenez un patrimoine et un joyau pour le pays lui-même. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dirigeant d'un pays, vous devez comprendre que vous êtes dans un sacrifice extrême pour construire le bien commun et travailler dans le sens de l'épanouissement d'un peuple. En tant que tel, tant que vous êtes vivant, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Chaque fois qu'il y a une question d'enjeu majeur, les anciens présidents sortent pour donner leur point de vue et appuient les actions, etc., etc. Et donc, les dirigeants ont déjà capitalisé une certaine expérience, un savoir-faire qu'ils doivent précisément partager avec les délégués réunis à cette occasion tout à fait opportune. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de mener des réflexions approfondies sur les voies et moyens par lesquels on peut sortir le pays de l'ornière. Donc, le président de la République, l'ancien dirigeant qu'il a été président, ministre ou quoi que ce soit, qu'il a eu à détenir une portion du pouvoir, c'est qu'il a engrangé quelque chose, une certaine connaissance et savoir-faire qu'il doit pouvoir transmettre
justement assez d'intellectuels qui sont réunis sur cette question-là. Je pense que l'un des phénomènes majeurs auxquels nous avons presque renoncé dans nos pays, c'est le principe de la transmission. Toutes les sociétés du monde évoluent sur la base de la transmission de la connaissance. Voyez-vous? Et donc, voilà pourquoi nous prenons la promotion et l'exaltation des valeurs. Et il me semble qu'un dirigeant ne peut qu'être l'incarnation achevée des valeurs identitaires qui doivent représenter un pays. Et en tant que tel, c'est l'occasion rêvée pour ces anciens dirigeants-là de participer justement à ces gens d'assises et donc d'enrichir les réflexions en connaissance de cause. Vous les voyez comme un petit comité de sages Absolument, c'est-à-dire c'est des contributeurs majeurs en la matière et donc ils doivent participer, ils doivent meubler justement la réflexion de sorte que les pistes qui seront définies là soient les pistes les plus objectives possibles qui reposent sur des faits concrets en connaissance de cause, voyez-vous, parce que c'est important, ce n'est pas une complaisance, ce n'est pas de la blague, puisqu'il est dit en tout cas en toute société que le peuple, en tout cas le pouvoir appartient au peuple. C'est l'occasion donc pour le peuple d'intervenir, mais il va falloir que la lanterne du peuple soit suffisamment éclairée par des gens qui sont mus par un sens élevé de patriotisme, mais qui ont aussi l'expérience de gestion de l'État. Voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui sera dit en connaissance de cause. Et nous pensons que ces anciens dirigeants, ainsi que toutes les compétences, ainsi triées sur le volet, sur la base de la vision ainsi attendue, devront véritablement contribuer à la réflexion pour définir véritablement les pistes les plus idoines possibles en vue donc de consacrer le processus d'achèvement de la souveraineté du peuple. Ce sont 5 jours d'échanges annoncés. L'agenda semble donc être bien chargé. Absolument, il ne peut qu'être chargé parce qu'en fait les défis sont grands. Les défis sont grands, c'est l'occasion unique pour le peuple nigérien d'élaborer des réflexions ou en tout cas d'enrichir les réflexions sur tous les secteurs qui concernent la vie de ce peuple-là, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel, sur le plan de la défense et de la sécurité. Donc, c'est beaucoup de sujets à la fois et je suis heureux de constater que ce travail a été d'abord fait à la base. Ça veut dire qu'on collecte de façon presque consensuelle l'ensemble des opinions des Nigériens, de sorte que la synthèse qui sera en dégagée soit une substance assez vitale pour le peuple nigérien. Justement, revenons-en sur les grandes thématiques inscrites donc à l'agenda, une commission nationale créée par décret présidentiel pilote donc les travaux des 10 assises. La dite commission comporte 5 sous-commissions dont les thèmes sont notamment la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et cohésion nationale, refondation politique et institutionnelle, ou justice, droits de l'homme. Est-ce à dire que les délégués aux assises parleront de tout et de rien? Il n'y aura donc pas de sujet tabou, l'ambassadeur? Mais quel sujet tabou voulez-vous dans ce contexte? Pour moi, la paix et la sécurité, voilà l'essentiel. Parce que s'il n'y a pas de paix et de sécurité, le reste là, développement, justice sociale, ça va donc de soi. Ça ne sert à rien, c'est parler en l'air. Il faut la paix et la sécurité. Il faut que tous les Nigériens puissent vivre chacun chez lui ou du moins chacun là où il veut vivre. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, on parlait ici tantôt, ils vont décider des élections, mais nous faisons confiance à l'intelligence du peuple nigérien. Le plus important, ce n'est pas les élections, mais c'est qui est la paix et la sécurité. Et regardez, il y a toujours un exemple quelque part dans le monde. Et regardez aujourd'hui en Ukraine, quand les pays occidentaux ont aidé Zelensky à massacrer son peuple, on lui dit d'aller aux élections, on ne sait même pas qui va voter quand vous avez tué plus d'1 million d'hommes. Ou vous avez même juré que la guerre, c'est jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Il va aller aux élections avec lui. Mais Zelensky dit quoi? Il dit non. Mon peuple dit qu'il ne veut pas d'élection, c'est ce qu'il dit. Et aucun de ces pays, soi-disant démocratiques, n'a le courage de lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut les élections. Donc, c'est pas quand il s'agit des Africains qu'on va mettre de côté les problèmes de paix et de sécurité, soi-disant pour faire des élections et pour faire plaisir à des professionnels des incantations stériles de démocratie et de droits de l'homme. Et dans le cas nigérien, la société civile a toujours réclamé quand même des précisions quant à la durée de la transition. Oui. Le problème, la société civile du Niger, je ne suis pas ici pour la contredire. Elle est chez elle, elle connaît ses problèmes et elle agit conformément à la recherche des solutions à ces problèmes. Si la société civile nigérienne estime que tout est OK, ça se discute. Voilà pourquoi on les convoque pour discuter.
S'ils se disent que bon, on peut aller aux élections demain, que les djihadistes ou plutôt les mercenaires de l'OTAN, qu'on envoie massacrer les populations pour pouvoir prendre les richesses de ces pays, s'ils estiment, la société civile estime qu'elle a des solutions magiques pour arrêter tout ça, mais pourquoi pas? Les militaires n'ont pas pour vocation de venir s'éterniser au pouvoir. Mais il faut que cette société civile sache, est-ce qu'elle travaille pour tous les Nigériens ou juste pour permettre à M. X d'être président, à l'autre d'être ministre, au troisième d'être ambassadeur? Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais s'ils estiment que les conditions sont remplies, qu'on ne veut plus voler l'uranium du pays, on ne veut plus voler son pétrole, son or, on ne veut plus voler ceci et cela, ok, ça se discute. Tiani, il est un enfant du Niger. Lui aussi, il sait, il voit. Donc moi, je crois que à l'heure où nous parlons, dans ces pays où la guerre fait rage, parce que, écoutez, on ne nous dit pas tous les jours ce qui se passe, hein. Burkina, Mali, Niger, mais la guerre fait rage contre les terroristes. On sait qui arme les terroristes, on sait qui les envoie, on sait dans quel pays voisin ils se cachent pour aller attaquer. Donc on ne peut pas faire table rase de ça. Ah, élection, parce qu'il y a un petit blanc qui est assis quelque part et qui donne des ordres. De façon unanime, vous jugez la question sécuritaire prioritaire. En face, la société civile ou même l'opposition nigérienne qui justement attaque sur la question de la durée de la transition, les élections. Mais justement, pourquoi ne pas aller à l'essentiel lors de ces assises et partir aussi aborder toutes les thématiques à la fois, Lucas Baki? Mais je pense que toutes les thématiques sont inscrites, non? Vous les avez citées ici. L'essentiel, c'est quoi? Être la question sécuritaire. Exactement, et c'est d'ailleurs ça, c'est le premier point. L'organisation de futures élections dans le pays. J'observe que le premier point qui est retenu comme thématique, c'est la paix et la sécurité. Parce que lorsque vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la sécurité, ça veut dire que votre existence elle-même est compromise, elle est menacée. C'est pour ça que j'avais commencé ici mon intervention en rappelant le contexte dans lequel le général Tchiani est venu au pouvoir. Et donc la priorité était précisément de donner au moins une existence à l'État du Niger qui était complètement déstructuré, qui n'existait pratiquement plus, puisque en réalité il y avait tous les envahisseurs étrangers qui n'étaient là que pour piller autant que possible les ressources du Niger. Vous avez vu en un an et demi tout le travail qui est de sap et même de sarclage, de nettoyage qui a été fait et qui permet aujourd'hui au Niger de dire oui, nous avons un pays souverain que nous sommes en train de construire, nos ressources, nous voulons en disposer, nous avons la capacité aujourd'hui de fixer les prix de nos produits, de notre pétrole, de notre uranium, en tout cas de tout ce que la nature nous a donné pour nous permettre de compter parmi les humains. Voyez? Donc je crois que c'est un travail de base qui permet aujourd'hui aux Nigériens du nord, de l'est, de l'ouest et du sud de se retrouver à un endroit précis. Il y a cela un an et demi, on ne pouvait pas imaginer que les Nigériens puissent voyager depuis des milliers de kilomètres pour se retrouver à un endroit seul avec une certaine sécurité. Voyez? Donc je pense que les pas ont été franchis en la matière. Deuxième chose que je pense qu'il faut revoir, c'est que l'essentiel pour le Nigérien, en tout cas tout citoyen qu'il est, c'est d'abord son épanouissement. Est-ce qu'il y a l'écosystème sociopolitique nécessaire, économique, qui lui permet de faire valoir sa compétence, de se sentir, disons, comme un contributeur de la vie sociale. Vous voyez? Donc c'est tous ces leviers-là qu'il faut mettre en place et c'est toute cette réflexion qu'il faut mener. Élection, oui, mais vous savez pourquoi souvent il y a ce débat sur ces questions de pouvoir, d'élection, etc. C'est parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, qui considèrent le pouvoir comme un instrument de jouissance et non un sacerdoce qui contraint ou qui astreint le dirigeant au sacrifice. Mais ces dirigeants-là, vous voyez le rythme auquel ils travaillent. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de vie pour eux-mêmes. Ils n'ont plus de vie privée. Un capitaine comme Traoré, qui n'a que 30 et quelques ans, il aurait bien voulu être libre de ses mouvements, jouir de sa jeunesse, faire la vie, comme on dit en général. Mais ils ont pris un engagement qui les oblige à un exercice soutenu. Ce sont des jouisseurs du pouvoir qui pensent que les dividendes générés par le labeur du peuple doivent être dilapidés, doivent être, je sais pas, utilisés à n'importe quelle manière. Voilà pourquoi, quand on voit tout ce qu'il y a de flamboyant autour du pouvoir, tout le monde veut y aller. On oublie
la mission sacerdotale qui est donc conférée à un dirigeant. On veut mieux comprendre. Est-ce la situation sécuritaire de l'heure qui contraint les autorités du Sahel, dans les 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de limiter leurs déplacements, ou est-ce qu'il y a toujours des restrictions à ce propos? Non, mais ils se déplacent, ils vont dans tous les coins de leur pays parce que justement, ils ont fait un travail de fond qui leur permet aujourd'hui de dire, ben écoutez, nous allons vers nos citoyens, etc. Maintenant, ce ne sont pas des oiseaux migrateurs qui vont répondre à toutes les conférences de folklore au plan international au point de dilapider des ressources, les maigres ressources dont dispose le pays et qui doivent justement servir la cause commune. Donc, au plan interne, je vois bien... N'est-ce pas aussi important pour la visibilité du pays? Non, mais ce n'est pas ça qui rend visible. Ce sont les œuvres qui rendent visible. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, il y a des micro-trottoirs en Europe, en Amérique, partout. Ibrahim Traoré est connu. Absolument. Plus que tous les autres chefs d'État qui s'agitent, qui courent, qui répondent à toutes les conférences, qui versent des milliards à des soi-disant cabinets de communication, mais personne ne les connaît, personne n'en tient compte. Mais quand tu dis Ibrahim Traoré dans les rues de Los Angeles, tu dis Ibrahim Traoré en Alaska, à Anchorage, tu dis Ibrahim Traoré au Groenland, les gens savent de qui tu parles. Voilà déjà, ils n'ont pas besoin de faire le tour du monde pour se faire connaître. Quand tu dis Tiani, quand tu dis Assimi Goïta est celui-là même qui a lancé le processus de libération de l'Afrique. Et il a commencé au Sahel. Donc, on n'a pas besoin de se promener. Tu as entendu parler du président tanzanien, malheureusement mort, Magufuli. Magufuli a fait je ne sais pas combien d'années au pouvoir. Il n'est jamais sorti de Tanzanie. Mais quand tu vois ses réalisations, tu te crois à Dubaï, à Hong Kong ou à Singapour. Voilà ce que nous voulons. Donc, il faut laisser deux choses. Moi, ce que je voulais dire spécifiquement au sujet du Niger, de la paix et de la sécurité, je sais que les sacrifices consentis par Tiani et son équipe donnent une apparence d'apaisement. Nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas que les gens oublient que les mêmes dangers qui les guettent sont là. Moi, j'ai écouté une interview d'un chef d'État. Ah non, bon, ils ont fait coup d'État, c'est interdit dans la CEDEAO. Ah non, ils sont sortis de choses, c'est interdit. J'ai dit, mais c'est vraiment bizarre. Coup d'État, c'est interdit. Est-ce que la CEDEAO dit qu'il faut fermer les frontières parce que quelqu'un a fait coup d'État? Montrez-nous le chapitre et la linéa qui dit ça. Est-ce que la CEDEAO dit que quand quelqu'un fait coup d'État, on doit mobiliser des armées pour aller l'attaquer? Montrez-nous où c'est écrit. Est-ce que la CEDEAO dit qu'un membre de la communauté peut recevoir les ordres d'un petit gamin qui se tape la poitrine? Je vais l'appeler, je vais lui dire, ils vont sanctionner le Mali. Et c'est fait. Ça, c'est la CEDEAO. Donc, il ne faut pas que les gens qui ont vomi la honte sur la CEDEAO fassent aujourd'hui comme si c'est eux qui défendent la CEDEAO et que c'est des pays qui sont assez dignes et assez honnêtes de se retirer de ces vomissures qu'on fasse d'eux les tueurs de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais fait... coup d'État, c'est interdit, d'accord, il y a un coup d'État. Maintenant, autour du coup d'État, on viole au moins 10 règles de la CEDEAO. Qui est maintenant le tueur de la CEDEAO? Donc, il ne faut pas que les gens parlent comme ils s'adressaient à des amnésiques que nous étions là. Quand la gente s'est tapé la poitrine, on a tout fait, on ne négocie plus, on va aller faire la guerre. La CEDEAO permet ça. J'ai mobilisé 850 soldats, il y a la nourriture, il y a tout, on va aller faire la guerre. La CEDEAO permet ça. Donc il faut arrêter. Les Nigériens doivent comprendre que les ennemis sont toujours là en posture d'attaquer à tout moment. Et ils ne sont même pas seuls. Ils font avec les ennemis extérieurs à l'Afrique qui sont là pour les aider à déstabiliser ce pays. J'invite le peuple nigérien à tenir compte de cela avant de prendre les décisions concernant les élections ou non. Les élections viendront un jour. Nous avons dit ici la dernière fois que d'un coup d'État au Ghana est sorti un régime démocratique que nous apprécions tous aujourd'hui. Si les gens du Niger, du Mali et du Burkina peuvent se donner le temps de mettre sur pied des régimes vraiment démocratiques où on n'a pas besoin d'appeler le palais de l'Élysée pour voir qui sera président, on n'a pas besoin d'appeler l'Élysée pour savoir qui on doit mettre ministre ici, qui on doit mettre directeur général là-bas. Mais s'ils réussissent ça, ils ont sauvé l'Afrique. Il faut qu'ils réussissent ça. C'est très, 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 très important parce que le Ghana donne un modèle. Il s'est passé des élections au Ghana, tout est tranquille. Tout est tranquille.
Il n'y a pas de problème. C'est vrai, on est en train de sortir tous les cadavres qui étaient dans les placards. Mais bon, dans tous les pays du monde, il y a des placards dans des cadavres dans les placards. Et regarde seulement aux États-Unis, ce que l'USAID, toute la honte qu'elle a tissée et rempli tous les placards aux quatre coins de la planète. Bon, ça existe partout. Mais l'essentiel, c'est que des élections se sont déroulées pacifiquement. Voilà. Et ces assises donc vont permettre aux Nigériens de décider eux-mêmes de l'avenir de leur pays avec la complicité de la régie. Je vais vous demander de nous renvoyer donc les images de cette rencontre, en tout cas l'ouverture des assises donc du côté de Niamey. Dans la foule, on peut quand même voir à travers ces images qu'il y avait quand même une ambiance, si je peux le dire, un peu bon enfant. Mais la commission qui dirige donc les travaux est chapeautée par le docteur Mamadou Arouma Djingareye et la commission donc est composée d'anciens ministres, d'universitaires, de juristes, de militaires, de conseillers du général Tchiani, des chefs religieux et de figures de la société civile. À votre avis, est-ce que tout le monde est là? Cette composition paraît-elle assez représentative même de la force vive nigérienne? Ok, d'accord, oui. Moi, tu as parlé des chefs religieux, mais c'est très important les chefs religieux. Et de toutes les confessions. Il n'y a pas le Niger est majoritairement musulman. Il faut dire que ce sont des figures aussi importantes de la communauté il est majoritairement, le pays est majoritairement musulman, mais il y a d'autres confessions, de catholiques, chrétiennes, tout ce que tu veux. Et ils sont arrivés là-bas en tant que personnes neutres pour apporter leur éclairage. Les gens ne vont pas aller fabriquer un Saint-Esprit qu'ils mettent dans la poche pour venir terroriser le peuple avec. C'est pas la même chose. Ici, c'est des chefs religieux responsables qui prennent tous les Nigériens comme leurs enfants et qui vont chercher une solution qui arrange tous les Nigériens. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas d'esprit maudit, il n'y a pas d'esprit machin avec lequel on veut effrayer les naïfs. Parce qu'il faut être un naïf pour avoir peur d'un Saint-Esprit qui fait du mal aux gens juste parce qu'on ne suit pas un individu complètement... que tu comprends, non? Donc, moi, je suis très content de voir les chefs religieux de toute obédience, de toute confession, qui vont échanger et aider les militaires, aider le pouvoir politique à trouver une voie de sortie. C'est tout. Merci. Il y a un principe. Où se situe l'opposition au milieu de ce beau monde? C'est quoi on appelle l'opposition dans un pays, en tout cas qui est en train de se chercher, qui cherche ses repères d'existence? Ce que je voulais dire en réalité en ce qui concerne ces assises nationales du Niger, comme celles qui ont eu lieu au Mali, tout comme au Burkina Faso, vous allez constater que c'est une initiative endogène. Contrairement à ce que nous avons vécu dans nos pays ici, dans les années 90, où après le discours de la Baule, il y a eu un mouvement qui voulait décréter le principe de la démocratisation de nos pays. Et on a forcé nos États à initier une certaine forme de conférence nationale de gauche à droite, et où il nous a été imposé un nouveau modèle d'existence et de vie sociale. Ici, c'est à la suite de toute une étude approfondie, des défis majeurs auxquels le pays fait face, des enjeux qui sont d'actualité. Et donc, du besoin de restaurer l'État nigérien, tout comme l'État malien et burkinabé, que des réflexions ont été menées pour initier ceci. Ça veut dire que ce n'est plus un jeu d'enfant. Il s'agit là d'engager la vie et le devenir d'une nation entière. Voilà pourquoi la configuration même de cette commission en dit long. Ça veut dire qu'on a trié sur le volet des intellectuels, des gens qui ont l'expérience du pouvoir, mais les chefs coutumiers, je pense que l'ambassadeur là a dit avec suffisance ce que valent les chefs coutumiers dans une société. Mais c'est en même temps les garants des us et coutumes, c'est-à-dire les garants des valeurs identitaires propres à une société. Donc ces messieurs-là, lorsqu'ils sont là, ils sont dans une impartialité totale et ils ne sont mus que par le besoin de construire une société où les règles du vivre ensemble sont non seulement promues, mais surtout exaltées. Vous voyez? Donc c'est des porteurs de notre identité qui doivent pouvoir revenir et rappeler aux politiques les fondamentaux qui permettent à une société de se construire. Je pense que c'est une composition idéale et nous ne pouvons qu'attendre justement l'issue
de ces assises-là, parce que ce qui va en ressortir sera imbibé de la sève identitaire nigérienne, et à partir de ce moment-là, les gouvernants seront tout à fait à l'aise pour la mise en œuvre, parce que le principe est porté par la population. Justement, dans son parlant ensemble. des issues de ces assises qui vont censées plancher, entre autres, sur la durée de la transition au Niger, on se rappelle qu'au départ, le général Tchiani avait évoqué une durée maximale de 3 ans. À l'heure actuelle, au sortir des rencontres, des travaux, quelles sont, d'après vous, les limites à ne pas dépasser? Il n'y a pas de limite à ne pas dépasser. Les limites sont dictées par la réalité sur le terrain, et la réalité est une réalité de guerre. Je ne sais pas, quand on parle de guerre, si les gens savent de quoi on parle. Quand des gens qui se disent djihadistes envahissent un village, on tue tout le monde, les femmes, les enfants, les femmes enceintes, on éventre les femmes, on sort les bébés. Mais c'est ça, face à des scènes comme ça, vous allez me parler d'élections et de démocratie? Moi, je ne comprends pas les gens. Il faut protéger les Nigériens. Il faut assurer la sécurité des Nigériens. Le Niger est un peuple, les Nigériens sont un peuple travailleur. Vous les voyez à Lomé ici, les Nigériens, les petits Nigériens là, observez-les bien. C'est des gens travailleurs. Sous la pluie, tu le trouves. Sous le soleil, tu le trouves. Dans la nuit, tu le trouves. Donc, il faut qu'on libère toutes leurs énergies en supprimant le terrorisme et la violence. Et ils vont travailler, construire leur pays. Maintenant que ils peuvent gérer l'argent de leur uranium comme ils veulent. Ils peuvent gérer l'argent de leur pétrole comme ils veulent. Que le pilleur, le voleur professionnel depuis 4 siècles n'est plus là pour leur manger leur pain dans la main. Mais vous allez voir comment ce pays va s'en sortir. Il faut la paix. Parce que ceux qui veulent faire régner le terrorisme, c'est ceux qui justement ne veulent pas qu'il y ait la paix et que le pays là se développe. Il faut arrêter le terrorisme. Tu es opposant, tu n'es pas d'accord, ben, quand les militaires vont à la guerre, est-ce qu'ils ont jamais demandé, les opposants, envoyez votre contingent de guerriers, les religieux, envoyez votre contingent? Non, c'est les militaires. Ils travaillent pour tout le pays, ils meurent pour tout le pays. Merci beaucoup. Voilà. Avant de partir à la pause pour le journal dans quelques minutes, j'aimerais bien vous proposer qu'on parle également du sort réservé au président déchu, Bazoum, avant la pause. Est-ce que les assises doivent également statuer ou non au nom de la réconciliation nationale? Est-ce qu'on va s'attendre à une décision concernant une amnistie ou non? Vous savez, comme je le disais, je pense au président Bazoum. Non, cette question m'avait été posée. J'ai rigolé parce que, vous voyez, l'une des faiblesses qu'on traîne dans nos pays, c'est de penser que lorsque vous devenez président de la République, vous êtes hors norme, c'est-à-dire vous n'êtes plus un citoyen. Vous n'êtes plus soumis à la loi. On dit par principe que personne n'est au-dessus de la loi. Voyez-vous? Mais je trouve indécent, incongru, maladroit qu'à une assise où on doit parler de la vie, du devenir, du sort même du peuple nigérien, qu'on puisse penser qu'il faut parler d'un individu. Bazoum, c'est vrai, il a dirigé le pays, il a donc un capital connaissance, il a un patrimoine. Mais s'il est en conflit avec la loi, il doit répondre, tout simplement. Il n'appartient pas, il n'est pas opportun, en tout cas à ces assises-là, de commencer à parler des individus. Il faut parler des règles du vivre ensemble. Si en élaborant ces règles-là, on se rend compte que il faut amnistier tous ceux qui ont des conflits d'ordre politique avec l'État, écoutez, le président Bazoum pourrait en faire partie, il n'y a pas de souci. Mais quand on individualise le débat, dans un contexte où il faut élaborer des règles d'ordre général, ça veut dire qu'on est en train de fausser justement les bases du chantier qu'il faut construire pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voyez-vous? Donc moi je pense que ce n'est pas opportun de consacrer en tout cas une assise entière de l'État pour un individu, mais il faut consacrer cette assise-là pour définir des règles dans lesquelles tous les citoyens pourraient se retrouver et donc bénéficier de toutes les dividendes liées justement à ces règles. Voyez? Donc si on préconise amnistie, ça veut dire que si amnistie doit y avoir, ce n'est pas la personne de Bazoum seul, mais c'est tous ceux qui sont en conflit avec la loi, en tout cas qui empêchent, si vous voulez, le vivre ensemble, etc. Silence que deviendra l'ancien président Bazoum Écoutez, au lendemain des les assises. Nigériens, c'est important d'en parler. Les Nigériens sont devenus un peu plus souverains grâce au courage et à la lutte de leur armée du président Tchiani. Grâce à lui, ils sont devenus un peu plus souverains. Si le peuple souverain demande au gouvernement de se pencher un peu sur le sort de Bazoum,
qui refuserait ça? Mais le problème de Bazoum, si Bazoum était un prisonnier nigérien après un coup d'État, ça c'est pas un problème. Bazoum, de là où il est en train d'appeler des forces extérieures pour venir envahir le Niger. Tout à fait. Et tous les autres agités de chefs d'État autour du Niger, qui sont toujours prêts à déclarer la guerre, ils le font au nom de Bazoum. Tout à fait. Qu'est-ce que ça coûtait à Bazoum une fois de faire une déclaration pour dire, écoutez, Voilà. j'ai merdé, comme dit l'ancien combattant de mon village, j'ai merdé, mais au nom du peuple nigérien que j'aime, bon, tous les chefs d'État qui sanctionnent, qui vilipendent, qui envoient des terroristes, laissez tomber ça. Moi, je suis prêt à sortir de prison, à apporter ma contribution à la construction du Niger. Il n'a jamais fait ça. Il est assis droit dans ses bottes de terroriste. Voilà. C'est un terroriste, c'est un chef terroriste. Il est assis droit dans les bottes terroristes. Et tu veux qu'on parle de lui. Tous les gens que ces terroristes ont tués là, ils vont se réveiller pour venir à l'Assemblée pour parler de lui. Dites-moi. Voilà. Encore que lui, il a l'avantage d'être vivant. Lui-même, moi j'ai libéré les chefs terroristes. J'ai envoyé les chercher à Koutakoli, oui, il appelle quoi, comment la prison là. Et après, je les ai renvoyés chez eux. Et les salopards, en partant, ils ne se sont pas privés d'aller encore tuer des militaires nigériens. Alors, un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de lui? Et on aurait dû le juger depuis. On ne peut pas s'amuser comme ça avec la vie d'un pays. Mais attends, tu sais comment il a été élu? Jusqu'à la veille des élections, il n'avait pas un certificat de naissance ni de nationalité. On lui a fabriqué sur ordre d'un grand pays démocratique. On lui a fabriqué les deux documents en 2 minutes. Et il a été élu en tant que président? Non, il n'a pas été élu en tant que président. C'est une escroquerie de haut vol organisée par qui vous savez, qui eux-mêmes, le temps nous révèle qu'eux-mêmes, ils sont dans l'escroquerie, dans la gestion de leur pouvoir. Donc, on l'a élu, on n'a pas élu qui? Moi aussi, on m'a élu. Tout le monde sait des conditions dans lesquelles il était. Hier même, j'ai vu, juste 1 minute pour dire que j'ai entendu l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat, voilà, qui dit, ah oui, le prisonnier de quoi, il faut le libérer. Tout ça, c'est de la provocation pure et simple. Parce qu'il faut comprendre que le Niger est un pays souverain. Et c'est le peuple, lui seul, qui peut décider du sort de ses citoyens. Donc, il ne faudrait pas que nos dirigeants, là, qui aiment beaucoup s'ingérer avec des discours creux, ils sont des spécialistes de l'oratoire frélaté. Le nouveau président, le nouveau patron élu de l'Union africaine, Mahamadou Ali Youssoufou, de la Commission de l'Union africaine. L'AES sera l'un des premiers chantiers, dossiers. Madame, j'espère que tu ne fais pas exprès pour nous provoquer. L'Union africaine rapporte quoi? Tu as vu le bordel que foutait au Congo? L'Union africaine a fait quoi? Pourquoi quelqu'un qui aime son pays, veut diriger son pays, va écouter ce ramassis de rentiers de Addis Abeba? Voilà. L'Union africaine apporte quoi? C'est comme la CEDEAO ici. Ils n'ont jamais apporté quoi à des pays qui ont des problèmes. On mobilise des troupes, non pas pour aller combattre les terroristes, mais pour aller combattre des chefs militaires patriotes qui veulent libérer leur pays du terrorisme. Et ces gens-là, vous croyez que quoi? Ils vont parler, vous allez écouter encore? L'organisation donc change de leadership. Alors, vous verrez comment cela donc va se passer. Je voudrais juste avant de partir à la pause rappeler à nos téléspectateurs ou même internautes que nous sommes donc en streaming, en live sur également Meta, ancien Facebook, mais aussi sur YouTube. Merci à vous pour ce riche débat. Sogoyou Kigewe, ancien ambassadeur, journaliste, Luc Kabaki, journaliste, écrivain, analyste politique, président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée, oui, parce que la donne change. Il faut quand même aussi actualiser, préparer les futures générations. Absolument, il faut créer une dynamique qui permet justement tu as vu comment on a chassé Moussa Faki du sur le Congo. Ceux qui l'ont chassé, c'est des courageux, c'est des braves. Il faut les féliciter. Les gens comme ça, il faut les chasser. Absolument. Ils n'apportent rien. Et vous n'oubliez pas de nous faire parvenir donc vos messages, nous les envoyer donc via le seul et unique numéro de cette émission, le plus 228 96 08 43 43. On va bientôt marquer la pause pour une nouvelle édition du journal télévisé et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission qui vous sera entièrement consacrée. Merci à tous et à tout à l'heure.